on voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je veux te poser une question qui me chicote, OK? Tu sais que, d'ailleurs, tu es revenu sur la chronique que j'avais écrite il y a quelques jours. C'était, en fait, je m'inspirais, c'était un texte de The Atlantic qui faisait la liste de toutes les menaces violentes où Donald Trump disait « Moi, te péter à la gueule, vous devriez casser la gueule des gens, etc. » où il allait avec des menaces extrêmement violentes. Ça, c'était publié dans The Atlantic et moi, bon, j'ai fait comme le worst of plutôt que le best of de Trump. Je parlais avec Gaétan Barrette, puis je ne veux pas viser Gaétan, qui va être avec nous tantôt, là. Mais Gaétan disait, oui, il parle, Trump, mais il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. Il en met plus. C'est un showman, tout ça. Jusqu'où on peut dire ça, tu sais? Là, je veux pas faire de parallèle avec Hitler, bien sûr. Non. Mais tu sais, on aurait pu dire, ah oui, il dit ça, Adolphe, tu sais. Il dit ça, il va se débarrasser des Juifs. Mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut comprendre que, bon, il exprime une colère populaire, puis en même un petit peu trop. Tu comprends, là, je fais pas le parallèle avec Hitler, mais tu sais, jusqu'où on peut dire, ouais, mais il exagère, ou jusqu'où, à un moment donné, la parole d'un politicien, ben, c'est important. Ben écoute, j'aurais été curieux d'entendre Gaétan Barrette à ce sujet-là, mais vraiment en toute ouverture. Là. Oui. On laisse retomber la poussière, mais il y a plein d'informations, mine de rien, qu'on ajoute, là, ou de réactions qu'on est capable de nourrir et d'étoffer. En passant, tu disais, on fera pas de parallèle. Est-ce que tu te souviens, c'est une grosse question piège aujourd'hui, c'est le prof qui n'a pas encore décroché, est-ce que tu te souviendrais du nom de la thèse de maîtrise de JFK, de John F. Kennedy, quand il est à Harvard? Ça s'appelait Pourquoi l'Angleterre a-t-elle dormi? Donc, quand tu dis jusqu'où faut tolérer des discours, on s'est posé la question, est-ce qu'on a laissé aller Hitler trop longtemps avant d'intervenir? Donc, mettons ça de côté. Ce qu'on appelait l'apaisement. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt du camp, je te disais, un des profonds malaises que j'ai. Et je t'ai toujours dit ça, c'est pas de présenter républicains et démocrates. Donald Trump est une bibite différente des républicains et des démocrates. D'ailleurs, tu référais à The Atlantic, David Frum, qui est un commentateur très connu, conservateur, aujourd'hui a dit « Je déchire ma carte du Parti républicain ». C'est devenu le parti de Donald Trump, ce n'est plus mon parti et j'invite les républicains à faire la même chose que moi. Donc, il semble que lui, il l'ait pris au mot, en tout cas, ou qu'il y ait une véritable crainte, puis dans son cas, je te dirais même un dégoût. Mais les mots comptent. Tu sais, je te disais, quand je rentre en classe, là, puis on est au Québec, on n'est pas aux États-Unis, le contexte est différent, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup. Mais quand des étudiants me questionnent sur l'élection américaine, j'ai des jeunes femmes devant moi, j'ai beaucoup, de plus en plus à Québec, on a des étudiants issus de l'immigration. Comment je peux leur expliquer que c'est acceptable ça? Et j'espère qu'on n'en viendra jamais de là chez nous. Comment c'est acceptable que quelqu'un utilise des mots aussi crus, aussi durs, des insultes, puis dans certains cas, soyons honnêtes, de la haine? Comment ça ne le discrédite pas d'accéder au pouvoir? J'aurais tendance à dire comme Gaétan Barrette, c'est vrai que c'est un showman, il le sait, puis il va gonfler tout ça. Mais le gars n'a pas une binerie au coin de la rue sans insulter personne qui mènerait encore une binerie. Le gars veut mener un des pays les plus puissants de la planète et un pays qui dit encore aujourd'hui, nous sommes le phare de la démocratie. Le phare, il commence à avoir la lumière éteinte pas mal. Quand tu es capable d'insulter tes propres citoyens, puis des catégories importantes de ta population, et accéder au pouvoir sans que ça t'embête ou sans qu'on considère que c'est assez important pour dire « tasse-toi, on va mettre quelqu'un de minimalement plus décent ». Donc non, moi je pense que les mots ont une importance, et encore plus à ce niveau-là. Depuis quand on a cessé de croire que le président des États-Unis n'était plus un modèle ou une référence? Joe Biden, j'étais un, par exemple, de ceux qui disaient, j'ai même déjà écrit, je veux pas qu'il ne se présente pour un deuxième mandat. Je pense que c'était une erreur d'essayer. Mais quand on écoute Joe Biden aujourd'hui, peu importe qu'on ait aimé ou pas le ton ou l'enthousiasme, il a fait quelque chose de décent en démocratie. Le résultat, c'est que vous avez voté contre nous. Puis en démocratie, on accepte ça et il n'a pas insulté personne quand il a dit ça.
Mais Trump, est-ce qu'il est en train de changer totalement les règles pour toujours? C'est-à-dire que là, tu sais, il y avait une entente depuis Ouais. des années en disant même si tu n'es pas d'accord, tu n'insultes pas, tu menaces pas de casser la gueule de quelqu'un. Il y avait, bon, un fair play, un gentleman's agreement qu'il y avait. Et là, Ouais. lui, il dit, tu peux tout envoyer promener tout ça. Il a fait une brèche et gagner au vote populaire. Est-ce qu'on va pouvoir Ouais. revenir? Est-ce qu'on va pouvoir colmater la brèche qu'il a faite où on est maintenant dans une autre Ouais. époque en politique? Moi, je pense que c'est contextuel et je vais essayer de m'expliquer un peu. Donald Trump est un président de son temps. Donald Trump de son temps pour deux raisons. C'est un président de l'ère des réseaux sociaux. On le sait, tout le monde, et c'est partout où il y a des réseaux sociaux, on se permet maintenant de dire n'importe quoi. Ce qui était des commentaires qu'on gardait pour nous, ou entre amis, ou dans un cercle restreint, quand c'était vulgaire, quand c'était hargneux, quand on laissait, là, Ouais. on soulevait la valve un peu, puis qu'on laissait sortir de la pression. Maintenant, on le fait partout. Mais, Donc, mais, mais, est-ce que mais dans... il va oui, toujours avoir des médias sociaux. Là. Ils disparaîtront pas, là. non, il y a ça. L'autre contexte, c'est qu'effectivement, il y aura toujours des réseaux sociaux, mais en même temps, je pense qu'il y a un mouvement ou un ras-le-bol. Il y a plein de gens qui ne sont plus sur les réseaux sociaux exactement pour ça. On va le sentir dans les médias éventuellement, puis chez les propriétaires de réseaux sociaux. Le jour où on ne va avoir que des gens qui ont envie de chialer, ça va redevenir une plus grosse chambre d'écho peut-être, mais ça va être une chambre d'écho. De l'autre côté, quand je dis que c'est quelqu'un de son époque et de son contexte, et là, les démocrates sont autant blâmés que lui pour d'autres raisons. C'est quand t'en as le ras-le-bol, quand t'es inquiet. Puis là, on le voit partout en Occident, puis les États-Unis viennent, s'ils ne le savaient pas encore, de se réveiller et à la dure. Quand t'écoutes pas des gens en colère, ou quand tu bouges pas pour Mais, expliquer ou pour te rapprocher des sources de cette colère, les gens accordent moins d'importance à la façon dont tu vas te le dire, aux propos qui seraient violents, car il y en a une gang qui m'écoute pas. Il y en a une gang qui vient pas sur le terrain me voir. Et tu sais, un des défauts des démocrates, Richard, c'est que la vie se vit pas en théorie. Le quotidien, c'est dans la réalité qu'on le vit. Puis il y a une partie des démocrates, le volet, et c'est pas une attaque contre les intellectuels. Je parle de certains intellectuels. Eux vivent en théorie. Et à un moment donné, mais, faut que tu quittes ta chair, faut que tu quittes ton bureau et que tu descendes avec les gens dans la vie de tous les jours. Et ça explique pourquoi, si on a l'impression qu'on est condescendant à ton endroit ou qu'on prend pas la pleine mesure de ta réalité, tu vas aller vers quelque chose. Écoute, il y a 60% des Américains qui l'aiment pas, Donald Trump, Richard. Ils ont voté républicain. Il y a combien de millions de personnes qui ne sont pas allées voter cette année et qui avaient voté à la dernière élection? Donald Trump a gagné 2 millions de personnes de plus, mais il y a une dizaine de millions d'autres personnes qui sont restées à la maison. Et c'est la grosse différence entre Kamala Harris et Joe Biden. Comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas quitté le fauteuil? Qu'est-ce que les démocrates ont fait pour pas récupérer ce vote-là? Donc, c'est pour ça que je te mais, dis, la réponse est un peu longue, là, mais c'est un président de son temps. mais, On est en colère, il est capable de le dire, puis parfois avec des mots que j'aime pas, mais il le dit. Et de l'autre côté, ben, si sur les réseaux sociaux, on vit comme ça, est-ce qu'on s'étonne maintenant que dans l'espace public, on entende ça? et Luc, tu Oui, sais, tu changes ta façon de faire quand le prix à payer est trop lourd. Tu comprends? Mais là, tu m'as voilà. envoyé des chiffres intéressants. Les Ouais. hommes latinos ont voté à Ouais. 55 pour Trump, malgré des propos racistes et malgré les déclarations sur Porto Rico. Ouais. Donc, lui, il dit, je peux traiter les latinos de tous les noms, dire que Porto Rico, c'est une Christie de poubelle, et non seulement il n'y a pas de prix à payer, mais ils vont voter pour moi. Fait que le gars, pourquoi il va changer? C'est pour les démocrates, je te le mentionnais hier, mais plus les journées avancent, plus j'écoute les démocrates entre eux. Là, moi, je veux les voir bouger. Je veux voir quelqu'un à la table de dessin ou à la table de travail qui dit, hey gang, c'était à beau être à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, on en a mangé une maudite, on fait quoi? Donc, ça, Joe Biden l'avait compris en 2020. C'est probablement le politicien démocrate le plus pragmatique, plus que Barack Obama. J'apprécie Obama pour d'autres raisons, mais beaucoup plus pragmatique, terre à terre, plus près, en guillemets, du quotidien des gens. C'était le temps qu'il parte, mais ça, au moins, lui, il l'avait compris. De l'autre côté, si tu es un démocrate et que tu regardes les chiffres que je viens que je t'ai fait parvenir, que tu viens de citer, tu dis, normalement, toute ma politique, pas vrai, l'essentiel de ma politique est centré sur ce que moi j'appelle des étiquettes.
Voici, on va aller chercher les Noirs, les hispanophones, on va chercher les femmes, on va chercher les jeunes femmes. On est à séparer comme ça notre électorat, puis on joue plus sur les minorités que sur le vote des Blancs. On a essayé d'aller chercher Témoise, puis ça a plus ou moins fonctionné, semble-t-il, là, pour les hommes blancs. Donc, si tu dis, dans ma plateforme, je parle à ces gens-là, et que normalement, ma plateforme, si on lisait les deux partis, là, les plateformes des deux partis politiques, les hispanophones devraient voter démocrate. Il y a plus de choses pour eux là-dedans. Ben, ils choisissent d'aller de l'autre côté. Si c'est pas, en très mauvais français, un wake-up call, si c'est pas un sacré réveil, écoute, je sais pas quand ils vont apprendre la leçon. Donc, on met Donald Trump... Oui. Donc, les woke, faut qu'ils se réveillent. Ils sont pas assez réveillés. Ils dorment. Les woke dorment, finalement. Ouais, écoute, non, j'échangeais, c'est drôle parce que tout à l'heure, en m'en venant, j'échangeais par Messenger interposé avec notre ami commun qui est Guy Perkins. Et il y a une démocrate qui était sur CNN aujourd'hui. Et je pense que c'est en train de devenir viral. Elle n'a pas dit le mot woke, mais elle a dit, là, je voudrais parler à mes collègues démocrates et au message que je leur lance depuis des années. Et je leur demande d'arrêter ce qu'on appelle le virtue signaling. C'est-à-dire, donc, on est vertueux, on est bon, on va aller chercher toutes les... Il y a plusieurs revendications qui sont bonnes du côté des démocrates. Ce sont des idées de sensibilisation qu'on devrait, je pense, embrasser. La façon de le faire et jusqu'où on va quand on fait ça. Donc, je pense que je te mentionnais ça hier, puis je l'ai écrit noir sur blanc. On a un problème, c'est moins le messager que carrément le message lui-même, puis la façon de le donner. Kamala Harris, je continue de penser que ça aurait pu être une bonne candidate. Donc, mais elle était attachée au message démocrate. Et les stratèges, et Donald Trump fait la même chose de son côté. Quand on s'assoit autour de la table, c'est Mme Harris de aller faire un discours, voici qui est devant vous. Soit on en parle, soit on n'en parle pas, soit on en parle comme ça. Les gens qui lui ont dit ça, c'est ceux-là que je veux convaincre à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Demain, c'est vendredi. On va parler de Martha Stewart. Ah! Il y a un documentaire sur Netflix sur Martha Stewart. Fantastique. C'était une de tes suggestions. J'ai pris le temps, au travers de la tempête médiatique, d'écouter ça et j'ai très hâte d'en parler avec toi demain. C'est tellement bon. À demain. Merci beaucoup, Luc. Salut. Bye, Richard.